Mais mon cœur se saisissait d'effroi quand je voyais qu'elles écrivaient un email à l'éditrice en disant « Alors par contre, on va augmenter les pourcentages. » Et moi, je suis là « Mais vous vous rendez compte? Elles veulent nous publier et vous nous dites des trucs de pourcentage, quoi !» J'avais mon boulot à temps plein dans une boîte. J'avais sorti Papillon Noir en 2017 et puis même si j'avais énormément bataillé pour trouver notre maison d'édition, c'était pas... je ne disais pas je suis autrice, je disais j'ai fait un livre ou je suis blogueuse et j'ai fait un livre. Il n'y avait pas ce truc de métier en fait. Et c'est venu beaucoup plus tard. C'est-à-dire que le livre est sorti en septembre 2018 et je pense qu'au bout de 6 mois, 1 an, j'ai commencé à me dire autrice en fait. Et même quand on regarde, je pense, les interviews de l'époque, c'est les journalistes qui me disaient autrice ou qui me présentaient comme écrivaine ou autre. Mais moi, je me disais que j'étais blogueuse qui avait fait un livre, un truc à la périphérie, quoi. J'ai une double imposture, c'est que socialement, il n'y avait pas de bibliothèque chez moi, de livres, sauf que mes parents, donc qui n'étaient pas du tout du monde du livre, qui ne lisaient pas, même si ma mère aujourd'hui lit beaucoup, mais à l'époque elle ne lisait pas, ils nous ont abonnés, on recevait un roman par mois. C'est comme ça que j'ai lu toute la littérature classique que je connais. Donc l'imposture, c'est je ne suis pas du monde du livre, et imposture sociale, parce que c'est vrai qu'on arrive, je viens de province, j'ai grandi à Carcassonne puis à Montpellier, et quand je suis arrivée à Paris, il y a un côté quand même très littérature, 6e arrondissement, qui a explosé depuis, bien sûr, et il y a plein de choses qui se passent partout, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi, je le ressentais un peu comme ça. J'ai fait ma palette un peu toute seule, je suis pas autodidacte parce que j'ai une maîtrise de lettres, mais voilà, il a fallu que je me dépatouille avec des choses très complexes. Donc, c'était pas une évidence pour moi du tout de rentrer dans ce milieu-là, et ça peut être même douloureux parfois, c'est un peu compliqué. Hein. Je ne me retrouvais pas en fait en littérature et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en fait. Je crois qu'à 8 ans, ou 8-9 ans, je commençais à prendre des feuilles en papier, de les coller ensemble avec des histoires en fait où il y avait des héroïnes en fait qui me ressemblaient. J'y suis revenue des années plus tard, en tout cas à la littérature jeunesse, quand j'ai commencé en fait, à écrire sur un blog que je tiens, donc, qui s'appelle Mrs. Roots, et qui s'intéresse à la diversité en fait, des littératures afro. Après avoir interrogé pas mal de parents sur ces questions-là qui me taraudaient, après avoir moi-même essayé de mettre en avant en fait, des littératures afro, je me suis retrouvée à être contactée par une maison d'édition qui s'appelait Billy Bock, et en fait qui est une maison d'édition, qui était une maison d'édition jeunesse, et qui avait vraiment pour ligne éditoriale de proposer une littérature jeunesse réellement représentative. Donc ils m'ont contacté pour me demander si, donc à partir d'une citation de Toni Morrison, qui est mon autrice favorite et que j'adore, si je me voyais en fait créer un livre. Et c'était donc la fameuse citation « Comme un million de papillons noirs ». Moi je leur ai dit oui, ouais, direct. Et c'était pas un oui direct, genre je sais que je peux le faire, retour à l'écriture, etc. C'était surtout... je me suis vue pouvoir faire un livre en fait pour la petite fille que j'avais été en fait. Donc ce premier contrat, c'était vraiment je me rappelle l'avoir lu et vraiment me demander qu'est-ce que c'est que ce truc, je n'y comprends rien. Alors je sais pas comment ça fonctionne dans les écoles d'art aujourd'hui, mais à l'époque jamais on nous avait parlé concrètement de ce que peut être un contrat. Donc c'était vraiment une première. Je l'ai signé, je pense, vraiment, mais par-dessus la jambe. Vraiment par-dessus la jambe. Il y avait vraiment une espèce de naïveté à être tellement contente de cette proposition. Je pense que je ne suis pas la seule à être passée par là. Et du coup, vraiment, je pense que ça ne m'a pas traversé l'esprit. Pendant très longtemps, les premières années de mes publications, quand on me disait qu'on acceptait mon texte, je ne me posais même pas la question des conditions financières. J'ai pas négocié un contrat avant, très longtemps, avant d'être à la charte et qu'on me présente ce genre de choses. Mais même après, il y a une expérience qui a été très formatrice pour moi, ça a été de publier un ouvrage collectif qui s'appelait On n'a rien vu venir, avec 6 autres autrices jeunesse et une illustratrice. Et dans cette équipe-là, il y avait des gens comme
comme Anne-Gaëlle Balp, comme Séverine Vidal, comme Sandrine Beau et compagnie, et Annie Zurtier, qui étaient très fermes sur leurs conditions. Et moi, mais mon cœur se saisissait d'effroi quand je voyais qu'elles écrivaient un email à l'éditrice en disant « Alors par contre, on va augmenter les pourcentages. » Et moi, je suis là « Mais vous vous rendez compte? Elles veulent nous publier et vous dites des trucs de pourcentage, quoi !» Et en fait, ça a été très formateur quand même. Je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui en effet étaient importantes, et non seulement financièrement, mais pour une question de statut, et aussi pour une question de solidarité, c'est-à-dire avec toutes les autres personnes autour, quoi. Il faut pas se vendre chichement parce que ça implique tout le monde et pas seulement soi comme décision. Donc c'est pas parce que toi t'es un lord dans ton château et que t'as largement de quoi vivre que tu vas dire mais bien sûr je publierai tout gratuitement. C'est un choix qui n'implique pas que toi. Ça m'a mis vraiment des années à le comprendre et encore plus à le mettre en action. Mais heureusement qu'il y a des associations d'auteurs qui sont là pour déblayer le terrain, pour nous expliquer les grandes lignes des contrats. Il y a le contrat commenté du Snack BD qui existe, qui est du coup très orienté bande dessinée, mais il y a aussi beaucoup de ressources sur le site de la charte. Et voilà, et puis après en me renseignant aussi, en essayant de comprendre ce que c'était le droit d'auteur dans son ensemble. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup motivée à me renseigner, à mieux lire mes contrats et à devenir une autrice compétente sur ces questions-là, c'est qu'il a fallu que je vive de mon travail en fait à un moment. Et je me suis dit, bon, si je continue de signer tout et n'importe quoi, ça va pas être possible. Donc il faut absolument que j'arrête. Et puis petit à petit, en travaillant aussi, on prend confiance. Et on se dit, bon, plutôt qu'accepter ce qu'on me donne en me disant « Oh super, on me donne du travail », en fait, non, ce que je fais, c'est que moi, je fournis un travail et si on vient me chercher, c'est qu'il a un intérêt pour la personne en face. Et donc, vu que ça a un intérêt pour la personne en face, je suis en droit de le monnayer et il n'y a pas de raison que j'accepte les conditions d'autres personnes. Maintenant que j'ai quelques années, je vois bien que les gens reviennent vers moi et je vois bien que j'ai du travail. Donc, c'est sûr que ça aide, que c'est quand même très... c'est quelque chose, voilà, c'est valorisant, c'est quelque chose qui me donne pas mal d'assurance. Et puis il y a réellement une question de nécessité aussi quand on me propose l'équivalent en salaire de 2 semaines pour faire un livre entier. Bon, ça va pas être possible, ou alors il va falloir que je bâcle ou tout ça. Donc je pense que c'est mieux pour tout le monde de mieux payer les auteurs, mais c'est encore aux auteurs et aux autrices de faire la négociation. Mais oui, c'est quelque chose que j'arrive mieux à faire et c'est quelque chose que je suis contente d'arriver à faire. Ouais. Et je suis contente de progresser là-dessus. Et puis, c'est quand même... c'est une demi-heure, 1 heure de messages et d'appels qui ne sont pas très agréables, mais en général, c'est quand même assez bien récompensé à la fin, donc c'est plutôt chouette. Ça m'a quasiment jamais fait perdre de contrat de négocier. Et puis, en général, si la personne en face n'est pas prête à mettre plus d'argent, c'est peut-être que c'est pas quelqu'un avec qui ça aurait été très agréable de travailler aussi. Donc voilà. Mais encore une fois, j'ai conscience que je parle aussi d'une place où j'ai du travail, j'ai la chance d'avoir régulièrement du travail. Et c'est plus dur quand on débute.